Donc deux historiens avec nous, Pierre Singaravelou, bonsoir. Bonsoir. Et Sylvain Venère, bonsoir. Alors vous êtes tous les deux donc historiens, vous avez dirigé la rédaction de cet ouvrage important et imposant, Histoire du monde donc au 19e siècle, c'est chez Fayard. Au total, combien vous êtes les deux instigateurs, on va dire, mais combien de contributeurs? Une centaine, quasiment une centaine d'historiens, pour une grande partie d'entre eux français. D'accord. Et vous avez mis combien de temps pour faire ce... Plus de 7 ans en 7 tout. ans de travail. Oui. Alors, vous êtes Pierre Singaravelou, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne, à Paris. Vous étiez venu récemment à TV5 Monde pour nous parler de votre avant-dernier livre, donc Tianjin Cosmopolis, une autre histoire de la mondialisation, au Seuil. Et puis Sylvain Venère, vous êtes aussi professeur d'histoire contemporaine à l'Université Grenoble-Alpes, auteur de plusieurs livres, et notamment, j'ai retenu celui-là en 2013, Les origines de la France, quand les historiens racontaient la nation, également donc au Seuil. Alors, les livres d'histoire sur le 19e siècle remplissent les bibliothèques. Qu'est-ce qu'il a d'original, votre livre? Qui veut commencer? Disons que ce qu'il a d'original, c'est d'abord qu'il appréhende le monde dans sa totalité, ou du moins il essaie d'appréhender le monde dans sa totalité, parce qu'en fait, pendant longtemps, les histoires du 19e siècle ont adopté une perspective essentiellement, voire exclusivement européenne. Donc le 19e siècle était présenté comme le siècle de la modernité, c'est-à-dire que c'était le siècle de la christianisation, de l'urbanisation, de l'industrialisation, de la colonisation, tout ça du point de vue européen. Et donc la particularité de notre ouvrage collectif, c'est de se demander ce que change l'échelle du monde, c'est-à-dire le fait d'abandonner l'étalon, c'est-à-dire le point de référence européen, dans l'analyse de tous ces thèmes qu'on pensait bien connus. On peut déjà parler de mondialisation au 19e siècle. Vous auriez pu, par exemple, appeler votre livre « Histoire des mondes au 19e siècle » ou bien vous avez voulu justement montrer cette mondialisation en marche? Il s'agit de montrer un petit peu les deux, en quelque sorte. Le terme mondialisation n'existe pas au 19e siècle. On le voit apparaître au tout début du 20e. Mais la particularité de la démarche, c'est à la fois d'essayer de décentrer en quelque sorte le regard des historiens, de cesser de regarder depuis un strict point de vue européen. Et un exemple simple, si on prend l'histoire des migrations au XIXe siècle, telle qu'on continue à l'enseigner bien souvent dans le secondaire dans notre pays, on met l'accent sur les migrations, ce qu'on appelle les migrations blanches, c'est-à-dire cette grande émigration hors d'Europe qui va peupler en particulier l'Amérique du Nord, mais aussi une partie de l'Amérique du Sud. On oublie qu'en réalité, 60% des migrations du 19e siècle sont des migrations extra-européennes. Oui, j'allais en parler des migrations parce qu'on dit toujours, on parle beaucoup des migrants aujourd'hui, mais on oublie que le 19e siècle a été un siècle, peut-être le siècle des migrations. Oui, c'est vraiment à partir des années 1830, 40, que les mobilités augmentent de façon exponentielle, se massifient et surtout deviennent transcontinentales. Donc comme l'a dit Sylvain Venère il y a un instant, on sait que 60 millions d'Européens quittent le vieux continent pour aller peupler les Amériques notamment. Mais parallèlement, ce qu'on a oublié jusqu'à il y a quelques années, c'est que 50 millions de Chinois quittent leur village pour aller travailler ailleurs. 30 millions d'Indiens aussi quittent l'Inde pour s'installer soit à l'autre bout du monde, soit dans d'autres pays asiatiques. Et donc ces acteurs non européens vont participer grandement à ce qu'on appelle la mondialisation. Ouais, on peut, comment dirais-je, proposer une compréhension globale, universelle du 19e siècle, ça a un sens? C'est moins une compréhension, parce qu'il ne faudrait pas remplacer un récit national qui a été très critiqué dans le monde des historiens, et au-delà, par une sorte de récit mondial qui, en fait, commettrait la même faute, en quelque sorte, en essayant de simplifier tout et de lisser tout. Au contraire, et c'est l'enjeu d'un livre comme celui-là, avec autant de contributions, c'est d'essayer de montrer la variété des points de vue, la variété des histoires selon les lieux du monde, et de faire en sorte que toutes ces histoires soient équivalentes. Alors, vous posez la question au début du livre, c'est où commence le 19e? Alors bon, c'est une question un petit peu secondaire, mais enfin quand même, là, vous avez décidé que c'était 1794 à 1907. Alors c'est marrant parce que 1714, j'ai cherché, pourquoi 1794? Et en fait, c'est parce que c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen traduite en espagnol à Bogota. Oui, donc c'est étonnant. Pourquoi ce choix de date? Ça, c'est une petite liste qui est au début de notre introduction, qui vise à montrer qu'on aurait pu, au fond, choisir des milliers de dates différentes pour justement signifier ces circulations qui vont faire ce 19e siècle. Alors, en réalité, le livre, la chronologie de l'ouvrage débute en 1804 avec la révolution de Haïti. Mais ce qui est important, c'est que chaque chapitre, chaque thème, chaque objet qui est traité dans ce livre possède
une chronologie, une périodisation spécifique. Ouais. Hein, la chronologie des migrations qu'on a évoquée n'est pas la même que celle de l'histoire des révolutions, donc il n'y a pas de début et de fin. C'est un bouquin énorme, donc justement, il est divisé, pour que ce soit un peu clair pour ceux qui nous écoutent, il est divisé en 4 parties. Hein. Donc, ce dont vous venez de parler, c'est ce que vous appelez l'expérience du monde. En fait, j'ai l'impression que c'est ce qu'il faut retenir du 19e, c'est-à-dire les transports, les communications, l'industrialisation, l'urbanisation, les révolutions, la colonisation. C'est vraiment les grandes thématiques qui ont marqué le 19e siècle. Oui, mais il faut les prendre à l'échelle du monde. C'est-à-dire que, par exemple, on peut s'imaginer assez rapidement le 19e siècle comme le siècle des bateaux à vapeur et du chemin de fer, et de se représenter la grande transformation que ça a été. Et en même temps, il ne faut pas oublier que le 19e siècle, c'est aussi le siècle du portage, par exemple, dans une grande partie de l'Afrique. C'est-à-dire qu'on va utiliser le plus vieux moyen de transport, qui est le dos d'homme, dans des proportions inouïes jusque-là à l'échelle du monde. Et ça, c'est très différent de notre imaginaire des moyens de communication modernes. Il faut comprendre que la disparition du portage en Afrique, il faut attendre les années 20, les années 30. C'est l'introduction des camions en Afrique pour que les choses puissent changer. Est-ce qu'on peut dire que le 19e siècle, c'est le siècle de l'Europe ? Parce que vous dites par exemple que le poids de la Chine et de l'Inde recule dans le commerce mondial à cette époque-là. Bien sûr. Alors en 1800, l'Inde et la Chine représentent plus de 50% du PIB mondial. Donc ce sont les deux grandes puissances du XVIIe et du XVIIIe siècle. Alors ça ne s'effondre pas aussi vite que cela, c'est-à-dire que la Chine, disons, perd beaucoup de terrain, surtout à partir du milieu du XIXe siècle. Et c'est vrai que s'ouvre une parenthèse de domination occidentale, d'abord européenne puis occidentale avec l'entrée des États-Unis dans ce jeu, qui va s'achever, disons, au XXe siècle. Donc cette parenthèse, elle est refermée, on le voit là sous nos yeux avec le retour de l'Asie sur le devant de la scène mondiale. Mais cette histoire globale nous permet de montrer que, y compris au XIXe siècle, qui est considéré comme le siècle européen par excellence, la domination européenne a eu aussi des limites. On peut presque dire que la domination européenne est une parenthèse. Oui, c'est une parenthèse. C'est une parenthèse qui dure assez peu de temps à l'échelle de l'histoire longue, de longue durée. Alors, on peut pas. Il y a tellement de choses dans le livre, mais par exemple, dans la deuxième partie, alors c'est assez chronologique. Là, c'est pas une chronologie classique parce que le choix des dates est parfois assez surprenant. Donc, vous reprenez une quarantaine de dates. Par exemple, il y a évidemment 1814-1815, c'est le congrès de Vienne. C'est un congrès qui va redessiner l'Europe après la chute de Napoléon. Voilà. Alors, il y a la création en 1822, par la création du Liberia. Date étonnante aussi, qui figure dans la prise d'Alger. Et il y en a une quarantaine. Alors, il y en a une que j'ai retenue qui est assez étonnante, c'est 1884, la conférence de Washington, qui va fixer là j'ai appris c'est la conférence qui a fixé le temps GMT. Oui, alors c'était une contribution de Nicolas Delalande qui montre très bien qu'en fait, le processus d'unification, d'uniformisation du temps, et là en l'occurrence de l'espace-temps, avec l'invention du méridien de Greenwich comme référence universelle, est assez tardif, et que tout au long du 19e siècle, eh bien, chaque région, y compris jusqu'au 18e siècle en France, chaque région possède son horloge, son horaire, ses unités parfois de mesure, et donc ce processus de standardisation est tardif, et de la même façon, le calendrier grégorien n'est adopté dans l'ensemble du monde qu'au tout début du XXe siècle. Ouais. Et vous dites d'ailleurs qu'à cette conférence de Washington, c'était une conférence internationale, il y avait 24 pays représentés, ça montre bien le poids des pays à l'époque. On peut remonter encore dans le temps, hein, la fameuse conférence de Berlin en 1895, évidemment. Alors 1893, c'est le premier vote des femmes. Il faut saluer la Nouvelle-Zélande, qui est ce pays. Donc, voilà. Alors après, il y a la troisième partie. Alors ça, c'est aussi passionnante. C'est ce que vous appelez le magasin du monde. Ce sont des mots ou des objets en fait qui sont nés ou qui ont marqué le 19e siècle. Alors là, par exemple, il y a le mot barbelé. Le barbelé qui était inventé au 19e siècle. Oui, dans le Wyoming. L'idée de consacrer une partie aux objets, elle découle très logiquement de cette volonté de faire une histoire du monde. Si vous voulez faire une histoire du monde, c'est-à-dire une histoire de la totalité de l'humanité, il faut trouver un moyen de mesurer équitablement les apports, en quelque sorte, des différents groupes humains à la surface du globe. Ça ne peut pas être, par exemple, l'écrit. On a renoncé à l'idée d'une bibliothèque du 19e siècle qui aurait privilégié les civilisations de l'écrit. Alors que si vous prenez des objets, que ce soit des objets naturels comme le charbon, ou des objets produits par l'homme, comme l'estampe, vous pouvez suivre soit sur l'ensemble du monde, soit sur des petites parties du monde, la circulation de ces objets et
tous les effets qui accompagnent cette circulation en termes politiques, en termes économiques, en termes sociaux, en termes culturels. À tout moment dans ce livre, votre objectif, c'était de nous enlever, je dirais, nos lunettes ethnocentrées de français, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'il y a évidemment, ça peut dérouter au premier regard, mais en même temps, dans ce livre, on retrouve aussi toutes les grandes dates de l'histoire du monde, la mort de Napoléon, les principales guerres du 19e siècle. Mais c'est vrai qu'il y a aussi, par exemple, des objets inattendus, le corset, l'opium, les bibelots, le caoutchouc, et puis évidemment des dates aussi qui permettent d'envisager des sujets dont on parle assez peu, comme par exemple l'histoire environnementale. L'éruption du Krakatoa en 1883, c'est un des grands événements globaux. Cette éruption va avoir une influence sur l'ensemble de la planète, puisqu'elle va induire un refroidissement climatique de 0,5 degrés à peu près pendant quelques mois. Donc c'est une façon de découvrir toute une série de choses que les historiens connaissent bien, mais que le grand public, pour le coup, ignore la plupart du temps. Comment il a été reçu, Sylvain Venère, votre livre, parmi le milieu universitaire français ? Parce que c'est une démarche assez inhabituelle en France. Pas vraiment. Et puis le milieu universitaire français a tout intérêt à bien recevoir ce livre, puisque c'est aussi une façon de montrer que cette histoire du monde, elle se fait aussi en France, et que ça n'est pas seulement une global history dans les universités britanniques ou américaines, qu'il y a une recherche française sur cette question-là, et que elle a également sa dignité et des choses à apporter. Et la dernière partie du livre, justement, c'est cette recherche sur ce que vous appelez les provinces du monde de l'époque. Ça, c'est passionnant, avec l'Asie, le monde malais, la Chine. Je les cite parce qu'on n'a pas le temps, mais l'Indonésie, le Pacifique, l'Afrique subsaharienne, enfin, tout y est, hein, l'Empire ottoman, enfin, tout y est. Presque tout, le monde arabo-musulman, le monde russe, le monde indien. Donc, c'est vraiment passionnant. Je vous remercie à tous les deux. Le temps, malheureusement, nous est déjà passé. Donc, Pierre Singaravello, Sylvain Venère. Je rappelle le titre de ce livre fondamental qu'il faut avoir. Alors, c'est très pratique parce qu'on peut y rentrer par plein de portes différentes. Donc, Histoire du monde au 19e siècle chez Fayard. Merci à tous les deux. Merci beaucoup.